Bonjour à tous, nouvelle émission Stop Intox qu'on vous propose, vous savez, chaque matin ici dans ce village semence du GNIS pendant cette semaine du Salon international de l'agriculture. C'est l'avant-dernière émission, hein. Vraiment on a passé de très très bons moments ici. Stop Intox parce qu'il y a souvent de fausses infos, trop de diabolisation, des a priori. Et Stop Intox essaye de faire la part des choses, clairement. Rendez-vous donc chaque matin pendant une demi-heure, on s'en parle d'un sujet, puis ensuite vous ferez votre propre opinion. Tiens, tenez par exemple cet intox qu'on entend souvent. Il faut revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Oui, il y avait moins de pesticides, il y avait moins d'OGM, moins de je ne sais quoi. Bon, très bien. Allez, ce matin, gros plan sur comment faire rentrer définitivement l'agriculture dans la modernité, à moins qu'elle y soit déjà depuis un bon petit moment. Avec nous, 4 personnes qui sont passionnantes, vous allez voir, qui vont vous donner de magnifiques exemples justement de cette modernité qui habite désormais l'agriculture. Il y a Laurent Rousseau qui est avec nous. Laurent Rousseau, bonjour Laurent Rousseau. Bonjour cher monsieur. Directeur général de Terre Innovia. Terre Innovia, c'est l'institut technique de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre. Votre mission, c'est d'améliorer leur compétitivité. Puis vous êtes également dirigeant de l'interprofession des huiles et protéines végétales. Emmanuel L'Esprit, bonjour. Bonjour. C'est le directeur du pôle amélioration des plantes de l'UFS, l'Union française des semenciers. Antoine Meyer, bonjour. Bonjour à tous. Président de l'IBMA, l'association qui regroupe les entreprises qui développent des solutions de biocontrôle, oui, parce qu'il n'y a pas que des pesticides et arrêtons toujours d'ostraciser l'un l'autre. Il y a peut-être des solutions intermédiaires et vous verrez le biocontrôle qui connaît un énorme boom. Et puis avec nous également Sébastien Picarda, bonjour. Bonjour. Directeur général de API Agro qui a pour but d'interconnecter, de fédérer quelque part les acteurs publics et privés autour d'une plateforme technologique indépendante pour développer les innovations portant la vision d'une agriculture performante et responsable. On va parler tech également, parce que l'agriculture, c'est aussi une terre de tech, c'est formidable. Tiens, pour commencer, c'était mieux avant, vraiment, l'agriculture? Tiens, Laurent, vous avez un petit avis, Laurent Rousseau? Ah oui, j'ai un avis, oui, je suis petit-fils d'agriculteur. Ouais, et alors? Et mon grand-père, dans les années 80, bossait effectivement comme nos grands-parents, quoi. Et il en est mort, hein. Il est mort dans le champ, à 60 ans, de crise cardiaque, parce qu'il bossait 365 jours par an, 24 heures sur 24 pour ses cultures et ses élevages. Et depuis, l'agriculture a quand même évolué pour donner aux agriculteurs la capacité à pouvoir vivre correctement. Sébastien, l'agriculture, vous l'incarnez véritablement. C'est la terre d'innovation. Exactement. L'agriculture de nos grands-parents, eh bien, je ne serais pas là autour de cette table si le numérique agricole n'existait pas. Il y a 60 ans, pas de téléphone mobile, pas d'objets connectés, pas de stations connectées, pas de tracteurs potentiellement autonomes, pas d'agriculture de précision. Bref, l'agriculteur était seul avec ses collègues autour des territoires, mais sans des outils modernes de développement et de conseil pour pouvoir développer sa compétitivité. Et la vie, elle a changé depuis, c'est ce que vous nous dites, hein. Un peu. Vous nous donnerez des exemples tout à l'heure. Enfin, moi, j'adore ce sujet, c'est passionnant. On va se régaler pendant une demi-heure. Emmanuel L'Esprit, l'agriculture, c'est la question qu'on se pose. Faire entrer définitivement l'agriculture dans la modernité, elle y est déjà nécessairement, parce que les enjeux, ils sont considérables. Il y a 9 milliards d'habitants à nourrir d'ici 2050. Il y a la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a la protection de l'environnement. Tout ça, évidemment, vous êtes derrière. Oui, on est derrière. Je voudrais juste rappeler en préalable que l'agriculture de nos grands-parents, elle n'a pas non plus toujours existé. C'est-à-dire que nos grands-parents eux-mêmes, ils avaient hérité de variétés qu'ils ont eux-mêmes améliorées. Et donc aujourd'hui, finalement, on fait que poursuivre le travail qui avait été commencé par eux et qui a été commencé il y a 10 000 ans, au moment où l'homme a commencé à domestiquer les plantes. Voilà. Alors, effectivement, l'évolution aujourd'hui, c'est que on cherche à apporter des solutions avec des plantes qui vont répondre aux préoccupations d'aujourd'hui et peut-être de demain, pour répondre aux besoins de l'agriculture, pour répondre aux besoins des consommateurs et des collectivités d'une manière générale. Antoine Meyer, oui, l'agriculture, elle est aux avant-postes, justement, pour répondre à ces défis qui sont considérables et qui avancent extrêmement vite. Alors, on a un grand nombre de défis à relever pour les agriculteurs pour nourrir la planète et pas que, pour faire de la fibre, du fuel, pour faire d'autres choses, d'autres produits que les agriculteurs vont produire. Et c'est là où le biocontrôle peut jouer un rôle. C'est là où on va se trouver. Le biocontrôle, c'est quoi? C'est une manière très moderne de gérer des équilibres de population. Donc la définition du biocontrôle, au-delà du code rural français, c'est de dire on va avoir des solutions
qui vont se combiner avec d'autres approches, qui peuvent être du numérique, qui peuvent être de la génétique, qui peuvent être du conseil technique et des itinéraires techniques, mais surtout qui vont gérer des dynamiques de population. On n'est pas dans l'éradication avec le biocontrôle. Alors, on va repartir du début avec vous, Antoine. Le biocontrôle, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais les pesticides, très bien. Alors, qu'on diabolise peut-être, à tort ou à raison, on va pas refaire l'émission qu'on a faite en début de semaine sur le glyphosate. Le biocontrôle, concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, le biocontrôle, en France, on a une chance unique, c'est que c'est effectivement réglementé. Il y a une famille qui sont les auxiliaires, qui sont les macro-organismes, qui eux ont une réglementation française et européenne différente. Et après, il y a 3 catégories. Parce que les catégories sont les micro-organismes, virus, bactéries, qu'on va avoir, les substances naturelles qui vont être utilisées par les agriculteurs, et les médiateurs chimiques qu'on va pouvoir utiliser en vigne, en arboriculture, en termes de confusion sexuelle. Et ça, c'est réglementé comme des produits de la protection des plantes. Tout juste. Alors, c'est réglementé, mais partons du début, je le disais, c'est quoi? C'est par exemple, plutôt que de lutter avec des pesticides ou des herbicides, on veut utiliser quoi? Des insectes, par exemple, c'est ça? Alors voilà, on va utiliser soit des insectes, soit des médiateurs chimiques. Je vais prendre l'exemple, un arboriculteur. Un arboriculteur, lui, avait une tradition d'utiliser 7 à 8 insecticides de synthèse contre une population d'insectes. Et cette population d'insectes, l'insecticide avait parfois un désavantage de aussi contrôler la population des acariens qui étaient plutôt des auxiliaires bénéfiques pour cette culture. Et en fait, aujourd'hui, avec la confusion sexuelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme si on était dans une boîte de nuit. On va diffuser du parfum du Chanel numéro 5. Et en fait, monsieur va chercher madame au Chanel numéro 5, mais il va pas la trouver. Bah non. Voilà. Sauf que quand il se trouve à côté du bar et qu'il va la voir, parce que le papillon, monsieur papillon n'est pas aveugle et monsieur papillon reste totalement vivant, effectivement, il y a possibilité d'accouplement. C'est ça la confusion sexuelle. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? On va gérer cette population en combinaison avec d'autres aspects, l'historique de la parcelle. Donc, plus que jamais dans le biocontrôle, l'agriculteur doit se concentrer sur les historiques de parcelles, le monitoring soit à distance, avec une caméra qui va lui donner dans un piège l'identification en reconnaissance numérique de tel ou tel papillon d'une autre famille qui est présent, la confusion sexuelle qui va l'installer, et s'il y a besoin, lorsqu'il y a un pic de population d'émergence, on va contrôler. On va faire ça comme si on avait une maladie, une pandémie qui arrive. C'est ça la confusion sexuelle. C'est exceptionnel quand même. L'image de la boîte de nuit, justement, on est tous allés un jour. Cette confusion sexuelle, j'y penserai quand je retournerai en boîte de nuit, ça sera sympathique. Ouais, Sébastien. Très concrètement, effectivement, adossé au biocontrôle, le numérique a toute sa place, puisque, comme l'a indiqué Antoine, pouvoir identifier des pressions de parasites, de maladies de manière préventive et adosser des modèles de prédiction pour dire bon, aujourd'hui à ce stade-là c'est pas trop grave, quand ça commence à monter ça commence à devenir plus grave et quand on passe une certaine limite, eh bien peut-être qu'il faut aller sur du curatif et sur du traitement chimique, mais toute cette phase amont avec la maîtrise des populations, de la maladie et de la pression, eh bien on peut le faire avec des méthodes alternatives. C'est le premier élément. Laurent Rousseau. Là, sur un sujet comme ça, une des questions, c'est comment faire quand on est agriculteur pour savoir à quel moment je dois intervenir. Quand on a une invasion d'insectes, par exemple, prenons le cas chez nous de colza. Oui. Que les colzas sont infestés à un moment donné par des insectes qui posent problème. Il faut savoir, est-ce que la densité, la concentration d'insectes est dramatique ou pas? Parce que le colza peut se défendre tout seul. Pour ça, on utilise des comptages. Et les comptages, on utilise des petites boîtes jaunes où la couleur jaune attire les insectes dedans. Ça s'appelle des cuvettes où les insectes se mettent dedans et se noient à l'intérieur et on les compte. On en met en fonction de la surface. Et bien aujourd'hui, on fait des cuvettes connectées. C'est-à-dire que les cuvettes sont, c'est là que l'innovation intervient. Plutôt que l'agriculteur aille faire son comptage, aille faire tout le tour du champ, on a des cuvettes qu'on positionne. Il y a des détecteurs, des capteurs d'imagerie qui sont capables de compter le nombre d'insectes et d'envoyer l'information directement à l'agriculteur plutôt qu'il vienne sur le champ pour savoir exactement s'il a ou pas beaucoup d'insectes. Exceptionnel. Moi, j'aimerais faire un appel à ce moment-là, parce que on est clairement, là, on parle grande culture. Et ce que je peux constater, c'est que les solutions de biocontrôle sont plutôt bien acceptées, bien développées dans des cultures spécialisées, dans des cultures maraîchères. Oui. Ceci étant, quand on parle de grande culture, quand on parle de colza, nous, les entreprises de biocontrôle, on a un déficit d'innovation. Pourquoi?
Alors exactement, merci monsieur Laurent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une vingtaine de cultures majeures en France, mais en fait une cinquantaine, pour laquelle on a une vingtaine de bioagresseurs. On a 400 cases où il faudrait un couple bioagresseur-culture. Et donc ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire que on a la chance d'avoir en France une agriculture mais super diversifiée. Alors on est tous intoxiqués, stop à l'intox. Entre les tableaux impressionnistes avec des coquelicots dans les champs, c'est plus le cas. On peut plus faire ça. D'accord? Ceci étant, on peut répondre à l'innovation. Et là, moi, mon appel est là-dessus. Je n'ai pas nos entreprises qui représentons 99% du biocontrôle en France, nous n'avons pas les mètres carrés de paillasse sur le territoire français. Et pourquoi? Vous représentez les oléoprotéagineux. Mais en termes d'oléoprotéagineux, la recherche biocontrôle, elle va se faire sur d'autres cultures, elle va se faire sur le Brésil, elle va se faire sur l'Inde, qui sont des agricultures, malheureusement, qui nous ont dépassés. Comment vous l'expliquez alors le fait que la France, finalement, ne laisse pas forcément la place que vous souhaiteriez? Alors, c'est vraiment une question d'innovation. On est numéro 7. La France est numéro 7 en termes de production. Et regardez une entreprise, je finis rapidement, une entreprise, si elle a le choix d'investir pour produire du sucre, chaque consommateur a envie d'avoir un petit morceau de sucre, une pâtisserie, c'est normal, c'est important pour le corps humain. Mais alors, nos entreprises, elles vont faire quoi? Investir sur la canne à sucre ou sur la betterave sucrière? Le choix, il est fait. Elles investiront d'abord sur les grands pays de la canne à sucre et uniquement après sur la betterave sucrière. Laurent Rousseau. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est en pleine transition actuellement. C'est-à-dire qu'on va le voir au niveau des temporalités, parce qu'on a peu de temps pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et les solutions le sont diverses, notamment dans les grandes cultures, c'est très multifactoriel. Donc on a effectivement des travaux à mener sur les biocontrôles, c'est ce que nous faisons chez nous, avec des spécialistes là-dessus. Simplement, on manque effectivement de structures expérimentales pour ça. Mais on a aussi l'amélioration variétale, parce que on n'a pas forcément besoin de traiter tout le temps. On a des cultures qui sont résistantes parfois. On va en reparler justement, comment améliorer les plantes, le rôle de la génétique. Emmanuel L'Esprit, l'UFS. Justement, je vais rebondir sur l'histoire des colzas et de l'attraction sur les insectes. Aujourd'hui, on sait par exemple que les plantes en fait émettent des signaux chimiques qui vont attirer ces insectes vers elles. Et donc cette caractéristique, on est capable de la travailler en génétique de façon à ce que la plante attire moins l'insecte qui va la prédater. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine, donc il faut connaître le fonctionnement effectivement des gènes des plantes, mais il faut aussi être capable d'intervenir et parfois dans des délais de plus en plus rapides pour apporter des solutions de plus en plus vite aux agriculteurs. Aujourd'hui, l'innovation qu'on est capable d'apporter en France et en Europe, elle est clairement bloquée par des positions réglementaires qui datent des années 90 et dont on a besoin de se libérer en fait pour pouvoir apporter des solutions avec des méthodes d'amélioration des plantes qui sont plus récentes, qui sont permises dans d'autres pays internationaux comme le disait, mais qui aujourd'hui ne sont pas possibles en France ni en Europe. Juste, quand on utilise par exemple des insectes en lieu et place des pesticides, par exemple, il faut en quelque sorte des élevages d'insectes justement pour les faire venir. Le coût pour un exploitant agricole d'utiliser cette... Alors Laurent, je termine juste ma question. Est-ce que ça coûte plus ou moins cher faire venir des insectes ou 1,5 litre de glyphosate par hectare? La question, c'est pas de savoir si on élève ou pas des insectes. La question, c'est de savoir de quoi on parle. Il y a d'abord, prenons le cas du colza, on a des insectes auxiliaires et on a des insectes ravageurs. Oui. Sur les insectes auxiliaires, il faut retrouver les insectes auxiliaires autour des champs. Il faut réinvestir l'écologie pour redonner du tour des champs les insectes auxiliaires qui aident. Ça passe par quoi alors, Laurent? Ça passe par un travail qu'on mène actuellement, notamment dans des endroits qui sont très très touchés par des difficultés notamment de traitement, parce qu'il y a des résistances aux insecticides en particulier. C'est la recomposition des paysages, c'est la recomposition des zones enherbées. C'est préserver comme le faisaient, alors là par contre, nos grands-parents, mais d'une façon qui était une façon écologique. Il faut tout retrouver. Par contre, sur les ravageurs, c'est différent. Sur les ravageurs, il faut les cibler de façon spécifique. Allez, encore un mot, je rebondirai sur ce que dit Laurent.
dans le cas du colza, au niveau du démarrage du colza, si par exemple on arrivait à accélérer le démarrage du colza, si vous mettez un microgranulé en ultra localisé du phosphore qui va faire que les stades du colza se développent très très vite. À ce moment-là, vous allez avoir une plante qui va émerger beaucoup plus vite, une émergence plus rapide, elle va sortir plus vite de terre, et donc à ce moment-là, elle va tout de suite être plus solide et elle va tout de suite résister Elle plus. va rapporter plus. Donc, Voilà. et ça, c'est pas un produit phyto, J'entends. ça peut être un biostimulant, Tout à fait. et ça peut être un microgranulé en ultra localisation du Bon, phosphore. en Et tout on- cas, ce marché du biocontrôle, c'est un marché en plein boom, puisqu'à terme, ce sera 15%. Donc, il représente quoi, 15% actuellement? Alors aujourd'hui, nous Voilà. sommes à 8%, on espère un jour passer à 30%, ouais, mais en combinaison avec ces messieurs, Alors, combinaison de solutions. on avance, parce que c'est vrai que cette agriculture, terre d'innovation, elle est multifacette. On a parlé largement du biocontrôle, notamment avec Antoine Meyer, et puis vous tous, et ici sur le plateau. Le domaine des semences. Alors ça, c'est considérable. Et on est sur Village Semences, et c'est pas pour rien. On doit en être fier. La France est le premier exportateur mondial de semences agricoles. La France qui génère 3 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires, 450 variétés nouvelles voient le jour chaque année. On a des grands leaders en France. Il faut innover dans le domaine des semences, Emmanuel L'Esprit. L'amélioration des plantes, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, l'amélioration des plantes, effectivement, ça sert à apporter des solutions qui sont portées par la génétique des plantes, à apporter des solutions donc aux besoins des agriculteurs, besoins actuels et effectivement, si possible, aux besoins futurs. Ça sert à apporter aussi des solutions de réponse aux consommateurs, parce que les consommateurs ont par exemple des besoins en matière de qualité nutritionnelle de leurs aliments, ont besoin également de plus en plus effectivement d'aliments qui vont être sans résidus de pesticides. Donc ça veut dire comment se passer de ces pesticides avec des plantes qui sont naturellement résistantes aux maladies qui peuvent les agresser. C'est aussi apporter des solutions de façon, j'allais dire aux citoyens, en termes de réponse à l'environnement, avec par exemple des variétés de gazon qui vont être adaptées pour la culture en ville sous les rails de tramway, qui vont être apporter des solutions aussi. On parlait tout à l'heure donc de plantes qui vont attirer les insectes, donc être capable de développer des variétés de plantes qui vont justement apporter ces services qu'on appelle écologiques, qui ne sont pas des services alimentaires, mais qui sont des services effectivement environnementaux. Parce que la semence, c'est la carte maîtresse quelque part pour nourrir le monde. Et on voit les efforts de recherche considérables. J'étais l'autre jour avec le patron de Florimond-Després, évidemment, gros, un géant mondial, notamment de tout ce qui est pommes de terre, betteraves. Il me disait qu'il consacre, je crois, de mémoire, entre 12 et 15% en R&D. C'est-à-dire qu'on est digne des grands laboratoires pharmaceutiques. C'est considérable, l'effort qui est porté par toute la filière. Tout à fait, effectivement, on considère qu'en moyenne, nos adhérents à l'Union française des semenciers investissent environ 13% en R&D de leur chiffre d'affaires. Ouais. Et donc, c'est pour donner un point de comparaison, c'est en proportion équivalent à des développements informatiques ou à l'aérospatial. Sébastien Picardin. La transition est toute donnée avec l'informatique, les nouvelles technologies. Oui. Effectivement, derrière la génétique, vous y trouvez le binôme technologique avec de l'intelligence artificielle. La génétique s'appuie sur des algorithmes très lourds de simulation pour pouvoir mettre en avant les conséquences éventuelles de l'expression d'un gène sur certaines caractéristiques, aussi bien dans le monde de la santé que dans le monde de la santé animale et humaine, et également sur la semence végétale. Ce sont les mêmes technologies, des algorithmes qui sont très lourds, qui nécessitent beaucoup de recherche et développement. Et au-delà de la recherche agronomique et agricole, tout le travail de technologie avec des grands groupes internationaux se met en place. Et donc tout l'enjeu de la souveraineté des groupes et de l'algorithmie. Répétez ce mot que vous venez de prononcer, c'est la souveraineté. La souveraineté, parfois, c'est considérable. Dans la bouche de certains, ça peut paraître comme un gros mot, mais très concrètement, la souveraineté aujourd'hui, on parle de la souveraineté alimentaire, la capacité de l'agriculture à nourrir 500 millions d'Européens et à nourrir une partie du monde. Bien sûr. Derrière, il y a aussi la capacité à faire de la R&D et de mobiliser de la technologie. Aujourd'hui, les GAFAM américains ont identifié 3 secteurs clés dans lesquels investir. La santé, la Smart City et l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'humanité a besoin de se nourrir, de se soigner, de se loger. Ce ne sont pas des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité économique. Et il y a un autre gros mot que vous avez prononcé, qui n'est pas un gros mot à mes yeux, mais qui est un gros mot aux yeux d'autres, la génétique. La génétique,
on entend toujours, on est dans Stop Intox, hein, on entend pique-pendre, etc. La génétique, elle permet une meilleure alimentation, clairement. Elle permet de faire les meilleurs choix des espèces résistantes. Sébastien, puis je donne la parole à Laurent Rousseau. Exactement. Et derrière la génétique, on a toute la chaîne de l'usage, de la génétique, l'expression du gène, un caractère, et derrière des usages. Dans la technologie, c'est la même chose. Vous avez besoin d'une technologie qui soit maîtrisée par l'Europe en tant que telle face aux Américains d'un côté et aux Chinois de l'autre pour pouvoir développer derrière des usages qui soient adaptés. On ne veut pas parler de civilisation, mais aux usages des consommateurs et des agriculteurs européens. Et même la prédiction dont on parle beaucoup aussi dans d'autres technologies, on parle beaucoup d'intelligence artificielle évidemment en ce moment, la prédiction elle est considérable pour faire les meilleurs choix en matière d'espèces. La recherche elle est indispensable pour trouver les semences les plus résistantes. Elle intervient là aussi, la prédiction. Exactement. Et après, je pense que Laurent pourra exposer ça avec des cas d'usage très très précis. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, derrière l'intelligence artificielle, ce n'est pas un gros mot, c'est une capacité derrière à pouvoir faire du deep learning, donc à apprendre sur des algorithmes. Et pour pouvoir faire tourner des algorithmes, il faut des données. Et pour que les données fonctionnent, il faut pouvoir aller les collecter chez les agriculteurs en toute confiance. Alors tout le monde veut parler, il nous reste à peine 10 minutes, c'est génial. Laurent Rousseau donc avec nous, donc Terrinovia. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Ah non, je sais. Mes grands-parents. Il y a de l'urgence. Les grands-parents. Quand on parlait de l'agriculture des grands-parents, ils faisaient des générations après générations pour sélectionner et s'adapter. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps pour des raisons climatiques. Nous n'avons plus le temps pour des raisons démographiques et nous n'avons plus le temps pour des raisons de protection générale de l'environnement. Pour arriver à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les semenciers font des sélections, aujourd'hui, la première génération dans la sélection, elle se fait sur les ordinateurs, elle ne se fait même plus au champ. C'est les ordinateurs qui font la première génération. Complètement. La deuxième chose, c'est quand on dit qu'on n'a plus le temps, c'est que pour arriver à trouver des semences aujourd'hui qui soient adaptées à nos climats, à nos pédoclimats, à nos cultures, à nos territoires, on a un vrai problème. Pourquoi? Parce que si c'est des grandes, on va dire, multinationales pour lequel le marché français est très petit et très spécialisé, elles n'interviendront pas sur nos sujets. Et donc on a un vrai sujet d'adaptation à nos préoccupations et on n'a pas le temps de le faire. Donc quand Emmanuel dit il faut absolument se donner la capacité d'avoir les technologies qui permettent d'avoir dans les quelques 5 années qui viennent, même pas 10, les variétés qui font, il faut absolument les utiliser. Alors un mot Antoine Meyer et Emmanuel L'Esprit. On est vraiment sur cette dimension-là d'urgence et d'innovation. Combien de solutions de biocontrôle pour protéger les super semences et la super génie qui nous produisent aujourd'hui? Seulement 2 dans la liste biocontrôle. Uniquement 2 solutions de biocontrôle. C'est pas assez. C'est pas assez. 2 qui sont en dehors de la liste, 2 qui sont dans la liste. Emmanuel L'Esprit. Alors effectivement, on n'a plus le temps et on sait aujourd'hui qu'on a, notamment dans les méthodes de sélection, sans rentrer dans la technique, on a des méthodes de sélection qui permettent effectivement d'aller corriger de façon très précise un défaut sur un gène dans une plante. Ces techniques-là, c'est les mêmes techniques que celles qui sont utilisées en médecine, en santé humaine, aujourd'hui qui sont très développées, notamment pour tout ce qui est maladies génétiques rares chez l'être humain. Ces techniques-là, ce sont exactement les mêmes qu'on pourrait appliquer aux plantes et qui aujourd'hui ne peuvent pas l'être parce que nous sommes condamnés par une réglementation sur les OGM, on a dit un gros mot, mais sur les OGM, qui date des années 90 et qui aujourd'hui, en fait, sont des solutions qui sont déjà à la disposition de nos compétiteurs chinois ou de nos compétiteurs américains. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse, puis on parlera de tech pour terminer avec vous, Sébastien Picarda. Les conditions pour innover en agriculture, quelles sont-elles? La stabilité réglementaire, le principe de réalité, souvent foulé aux pieds par le politique. Des mètres carrés. Aidez-nous, c'est un peu ce que vous dites. C'est tout simplement, on compare. On a une recherche publique extraordinaire. INRAE, CNRS, Institut Technique. On a un grand nombre de chercheurs. En face de ça, je dirais, j'ai 0 armée, j'ai rien. Donc je n'ai pas de chercheurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'utilisation d'un crédit impôt recherche sous l'égide de l'INRAE pendant une dizaine d'années pour créer des emplois. Nos entreprises nous disent, on peut créer 100 à 200 emplois de chercheurs. On pourrait, au lieu d'investir 17 à 24 millions, on pourrait investir 100 millions par an. Et c'est de la création d'emplois. Nous demandons une décision politique
pour qu'effectivement ces incitations financières, qui ne sont pas de la dépense publique, au niveau taxe, c'est bénéfique, c'est positif pour l'État français. Donc ce qu'on demande, c'est ces créations d'emplois sur le territoire français. Comme le dit monsieur, on ne cherche pas la génétique pour un blé à 2 tonnes comme au Kazakhstan. On veut la génétique pour un blé qui fait plus de 10 tonnes. Voilà. C'est ça les agricultures en France. C'est ça dont on doit être fier. Sébastien Picarda, directeur général d'API Agro. La révolution du digital en agriculture, on le voit, et on l'a vu ici sur ce salon de l'agriculture édition 2020, des tas de start-up qui émergent justement, qui se créent pour que leurs innovations contribuent justement à cette agriculture durable, responsable, confrontée à tous les enjeux dont on parle. Je pense à Julie Davico, c'est Ombrea avec les ombrières intelligentes, elle est formidable. Solutions d'automatisation du tri des grains, la blockchain. Je pense à Capsera aussi qui commercialise des microcapsules en alginate justement, qui remplacent les fertilisants chimiques. Mais c'est une terre d'innovation exceptionnelle l'agriculture. Donnez-nous encore des exemples, faites-nous rêver. Oui, très concrètement, mais on va d'abord faire rêver les agriculteurs. Aujourd'hui, je vais prendre le contre-pied de ce que vous dites. C'est-à-dire, très concrètement, oui, les startups, l'agtech, il y a des fantastiques qui viennent au secours des agriculteurs, qui les aident. Ils viennent pas au secours. Les agriculteurs aiment l'innovation. Ouais. Première, il faut vraiment arrêter cette logique d'intox. L'agriculteur aime l'innovation qui marche. Ah mais je le dis en permanence. C'est comme chez Renault, on vend pas des voitures, on fait des voitures qui roulent et qui fonctionnent. Là, très concrètement, parlons sur les usages numériques. L'agriculture aime la techno. Il suffit de regarder sur Twitter la richesse des échanges entre agriculteurs. Il y a plein de choses qui se font là-dessus. Très concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le numérique ? L'agriculteur est prêt à partager ses données, à les échanger avec des instituts techniques, avec des industriels, avec les consommateurs. Encore faut-il qu'il ait un vrai contrat de confiance numérique et qu'il puisse se dire « mes données, elles ne sont pas accaparées par une grande multinationale qui va pouvoir derrière revendre mes données à des traders internationaux pour pouvoir faire le prix du blé et que moi je sois le dindon de la farce en tant qu'agriculteur sur ces éléments-là ». Premier élément, donc le rôle du machinisme agricole est très important pour pouvoir ouvrir les données. Deuxième élément, le rôle de la recherche publique et de la recherche appliquée se mobilise pour mettre à disposition des résultats de recherche en open data pour que des industriels ou des distributeurs coopératifs ou négoces ou des firmes phyto et semences puissent développer des outils d'aide à la décision pour accompagner de la transition agroécologique au quotidien, faire de la prédiction sur une maladie, pour pouvoir dire comment traiter, à quel endroit, au centimètre carré. Ah bien sûr. Aujourd'hui, mettre la bonne dose d'intrants au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je connais une multinationale du pneu que je ne pourrais pas citer ici, que tout le monde connaît, qui sera capable, dans 18 mois, de pouvoir connaître au centimètre carré, à partir du moment où un tracteur passe, la qualité du sol, son degré de tassement, etc., avec des pneus connectés. C'est totalement incroyable. Bon, si c'est une grande entreprise du Puy-de-Dôme, c'est Michelin. Voilà, bien sûr, ils sont très innovants là-dessus aussi. Le pneu connecté, c'est l'avenir aussi du pneu. Mais allez-y, je referme la parenthèse. Ensuite, maintenant, pensons un peu aux consommateurs. Comment rétablir le lien entre production et consommation ? Eh bien, c'est grâce à des nouvelles technologies qui sont la labellisation. La labellisation, avant, dans les années 80, c'était une série de référentiels. Derrière, il y avait un auditeur, un organisme certificateur. Aujourd'hui, les labels qu'on voit autour de ce salon, ce sont des labels qui capitalisent, qui identifient l'ensemble des exploitations agricoles, leurs pratiques, et derrière qui en font et qui calculent dynamiquement des labels et notes. Dans les centres de formation, pour les futurs agriculteurs, dans les lycées agricoles, la tech, le numérique, ça a une importance considérable désormais. Hein. C'est indispensable. C'est indispensable. La formation continue. Et dernier élément, surtout ne pas oublier l'importance de la puissance publique et notamment des infrastructures numériques en territoires ruraux. Bien sûr. On ne va pas avoir la 5G partout. La 4G, oui. La 4G, sûr. La 5G, ouais, mais derrière, une vraie maintenance, une présence. On va se quitter dans une minute. On va se dire au revoir. Une agriculture innovante pour relever les transitions attendues. L'agriculture, ça y est, elle est complètement dans la modernité. On n'a même pas à se poser la question. Elle est définitivement rentrée dedans. L'agriculture est dans la modernité. Ouais. Elle est dans les combinaisons. Nous combinons nos solutions dans un contrat de solution. Emmanuel L'Esprit. Tout à fait. Et je voudrais rebondir effectivement sur l'attente des agriculteurs. Et je pense que les agriculteurs sont les premiers effectivement à adopter les innovations variétales qui leur sont proposées dans la mesure où elles répondent à leurs besoins, mais il y a un taux d'adoption des nouvelles variétés qui est très important sur l'ensemble des espèces proposées. Laurent Rousseau. Oui, comme je disais au départ, l'agriculture de nos grands-parents, c'est une agriculture qui était ce qu'elle était. Aujourd'hui,
On a besoin de retrouver une certaine complexité dans la pratique agricole et l'innovation permet d'éviter de retomber dans une pratique du métier qui est insupportable. Le mot de la fin, Sébastien Picardat. Innover par l'usage. Merci à tous. Sébastien Picardat, directeur général de API Agro, Laurent Rousseau, directeur général de Terrinovia, Emmanuel L'Esprit, directeur du pôle amélioration des plantes de l'UFS, et Antoine Meyer à la tête de IBMA, l'association qui regroupe toutes les solutions autour du biocontrôle. C'est fini pour pour Stop Intox ce vendredi. Dernière émission demain, ici au Hall 2.2, toujours au village de Semences. Stop à l'agri-bashing. C'est vrai, ça suffit. Bonne journée à tous.